j'aime faire référence à une métaphore. C'est la métaphore du ballon. Beaucoup, surtout ceux qui ont été à Louvain, n'ont pas eu la chance. Nous ne pouvons pas comprendre ça très bien, mais avec des explications peut-être, parce qu'ils n'ont pas vécu ça, forcément. Mais pour nous qui avons grandi dans des quartiers populaires, nous connaissions la valeur d'un ballon, un simple ballon de football. Aujourd'hui, il y en a un peu partout, tout le monde peut s'en procurer un. Mais à l'époque, il y a quelques temps, c'était difficile d'avoir un ballon de football. Et dans nos différents quartiers populaires, il y en avait un sur, je ne sais pas, 50 ou 200 enfants, un seul ballon. Alors quand il y en avait un dans le quartier qui avait un ballon, c'était un roi, c'était le privilégié. C'est lui qui décidait dans quelle équipe il devait jouer, et il devait absolument être aligné lors d'une partie de foot. Et pendant le match, s'il n'était pas content, eh bien, il se penchait, il prenait son ballon, il s'en allait, et la partie était finie. Ceci me permet de dépeindre un peu l'économie de la RDC. Quand on regarde les différents secteurs d'activité, ils sont contrôlés, dominés par les entrepreneurs qui sont des champions, qui sont des capitaux et qui sont des investisseurs, des entrepreneurs, mais dont les capitaux ont été importés de l'international. Ceci a été favorisé pour beaucoup de raisons. Principalement parce que l'accès au financement est une question assez difficile pour des investisseurs locaux. Il y a des projets qui sont très très onéreux. Quand on voit par exemple dans le secteur minier, ce sont des projets qui coûtent jusqu'à des milliards, 2 milliards, et c'est très difficile à mobiliser localement. L'autre raison, c'est que les autorités ou le gouvernement de la RDC a pris des lois qui favorisent l'investissement, donc qui rendent libre l'investissement en République démocratique du Congo pour tout investisseur pouvant venir des 4 coins de la planète. Et ce qui est une bonne chose parce que ça contribue à renforcer la contribution à la formation du produit intérieur brut et donc à garantir la croissance de l'économie du pays. Cependant, il y a un hic, si je peux ainsi dire. Ces investissements, qui sont généralement réalisés par les multinationales, s'intéressent, c'est vrai, à des secteurs donnés, à des domaines précis. Ça peut être dans les mines, ça peut être dans les hydrocarbures, dans les télécommunications, dans le transport, etc. Et c'est ça le grand investissement. Et considéré comme tel, c'est comme un bloc, c'est comme un édifice que l'on bâtit, qui est la sommation en fait de plusieurs opérations, de plusieurs sous-opérations, qui sont mises en commun pour arriver à la réalisation de l'objet principal qui est l'érection d'un bâtiment. Et ce sont ces sous-activités-là qui constituent ce qu'on appelle de la sous-traitance. La sous-traitance n'est rien d'autre que le fait d'externaliser une activité qu'on pourrait faire à l'interne par soi-même, pour la faire par un tiers. Et ces sous-activités-là sont autant d'opportunités pour les entrepreneurs pour investir et fournir des services et des biens à ces grandes organisations, à ces grandes unités. Et la difficulté est laquelle? C'est qu'avant la loi, ces sous-activités auxquelles j'ai fait référence étaient menées par des entreprises de petite ou de moyenne taille, micro-entreprises, mais qui avaient un lien direct avec ceux qui avaient investi dans la grande activité ou qui la dirigeaient. On a vu, parce qu'on a commencé par l'application de la loi par le secteur minier, on a vu que beaucoup de sous-traitants dans le secteur minier étaient basés en Afrique du Sud au départ et ouvraient des petites représentations en République démocratique du Congo et il leur était confié la plus grande partie des
des marchés de sous-traitance et elle fournissait des biens et des services aux grandes entreprises minières. Et par la suite, les choses se sont un peu définies différemment. On a eu une sorte de communautarisme de l'attribution des marchés. Les investisseurs chinois accordaient des marchés aux entreprises, aux entrepreneurs chinois, dans le cadre de la sous-traitance. Les Indiens, mêmement, on a vu que c'est la communauté indienne, mêmement, etc. Et ça se faisait comme ça. Et les entrepreneurs locaux avaient difficile à accéder à ces marchés de sous-traitance. Parce que la décision était faite de telle sorte qu'il y avait des entrepreneurs qui étaient cooptés d'avance et qui recevaient l'information déjà au départ, qui avaient une prestation à faire ou un bien à fournir, alors que d'autres, les locaux, n'avaient pas forcément la même information et ne pouvaient donc pas postuler ou prétendre à gagner ce marché. Ou quand ils avaient l'information, il y avait toujours une difficulté parmi les conditions qui étaient posées pour pouvoir gagner le marché. Et le législateur congolais, ayant pris conscience de ça, c'est une question de stratégie, parce qu'il en a été question ce soir, d'opérer une sorte de discrimination positive pour permettre à ce que les entrepreneurs congolais, qui étaient en quelque sorte, je veux dire, évincés en fait du terrain de l'opération, puissent avoir accès au marché de sous-traitance et pouvoir donc être promus, se développer et récupérer ou s'approprier une partie du marché des opérations et de l'économie. Et cette loi, donc la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, qui fixe les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, dit que la sous-traitance est devenue obligatoire, elle est rendue obligatoire et réservée aux entreprises à capitaux congolais, c'est-à-dire des entreprises dans lesquelles les entrepreneurs congolais locaux détiennent la majorité du capital avec un minimum de 51% de parts. Et de cette manière, on les fait participer en fait à la grande activité qui se déroule dans chaque secteur, dans les mines, dans les hydrocarbures ou dans les télécoms, de telle sorte que les revenus qui sont générés par cette grande activité, par le biais de ces sous-activités, de ces activités secondaires, soient en partie captés, domestiqués et qu'ils puissent produire des effets dans l'économie locale. Parce qu'avant ça, à part le minimum qui était payé au titre d'impôts, au titre de rémunération et des autres, les bénéfices, quand ils étaient engrangés, à la fin de la journée, ils étaient rapatriés, ce qui est normal, vers les économies d'où sont provenus les capitaux qui ont servi à l'investissement principal. Alors, pour capter donc, je disais, une partie de ces revenus, le législateur a entrepris d'opérer cette discrimination positive en permettant en fait à des entrepreneurs locaux d'accéder au marché, ce qui était une difficulté. Et ceci étant fait, ce n'est pas tout. Ce n'est pas en décrétant que les entrepreneurs locaux puissent accéder au marché que ça marche comme par l'effet d'une baguette magique. Il y a des obstacles, il y a des difficultés. D'abord, ceux qui étaient déjà sur le terrain s'organisent, résistent à céder la place et cherchent soit à contourner la loi. On observe aujourd'hui que les gens utilisent des prête-noms. On présente des statuts d'entreprise où on a un entrepreneur congolais qui détient 51%, mais en réalité, il y a des arrangements extra-statutaires qui en fait reconnaissent le droit à un autre opérateur et qui aurait amené des capitaux d'ailleurs. Et finalement, ceci faisant, le but ultime poursuivi
risquent de ne pas être capables, et à cause de ces traitements. Ou alors, d'autres, ils accordent en théorie 51% à un partenaire congolais, mais en précisant plus loin dans les mêmes textes que les 51% qui appartiennent, qui sont détenus par l'actionnaire majoritaire, qui est un investisseur local, ne représentent que 20% de vote, de droit de vote. Ça veut dire que finalement le contrôle de l'entreprise n'est pas assuré par celui qui détient la majorité des parts. Ça, c'est une difficulté. L'autre difficulté, c'est l'accès au financement, comme je l'ai dit au départ. Le système bancaire local n'est pas encore à un niveau où il peut garantir de financer totalement les activités, les besoins en fait, de financement des entrepreneurs locaux. Il faut trouver une solution. La loi a une provision où elle demande aujourd'hui, où elle exige à ce que les donneurs d'ordre dans des marchés de sous-traitance accordent un acompte de 30% aux sous-traitants à la signature du contrat. C'est déjà un pas. Ça leur permet d'avoir un minimum de financement. Mais au-delà de ça, le gouvernement a créé un fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo qui est destiné à aider en fait les entrepreneurs locaux qui sont désireux d'obtenir ou de présenter des dossiers de crédit auprès du système bancaire. Comme il est difficile de présenter des garanties, l'État se substitue à eux en créant un organisme qui est dédié à les accompagner en présentant les garanties nécessaires pour leur permettre d'avoir des financements en banque. Et toujours sur cette question de financement, nous avons eu des arrangements ou des discussions avec les banques locales pour qu'elles puissent suppléer aux acomptes de 30% qui sont pourvus, qu'elles rajoutent 30 ou 40% aussi, et permettre ainsi aux entrepreneurs locaux de pouvoir avoir des fonds de départ suffisants pour pouvoir se présenter sur les marchés et répondre aux appels d'offres en fournissant des biens et des services de bons standards. Mais c'est là le challenge aussi. On formule en fait le grief contre ces entreprises, la plupart des entreprises à capitaux locaux, qu'elles n'ont pas l'expertise qu'il faut pour pouvoir délivrer ou fournir des biens et des services de qualité, de standard international, et en respectant les délais. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais à ça, il y a toujours une réponse. C'est qu'on peut, même si on a la majorité du capital, mais on peut recruter des experts dans différents domaines venant de n'importe où. Ceci n'est pas interdit, n'est pas exclu. Et puis, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Plus ils ont accès à des marchés comme ça, ils auront le désir de se former, de se qualifier, de former leur personnel et d'aiguiser leurs armes pour pouvoir opérer sur le même terrain à armes égales sans mettre en péril l'exploitation des grandes entreprises donneuses d'ordre. Donc, pour ne pas faire très long, je sais que je ne vais pas trop temps, la loi est là pour permettre de créer de l'espace pour les entrepreneurs locaux, une place que ces entrepreneurs n'auraient pas pu avoir autrement en dehors de la loi parce qu'elles ne pouvaient pas se mesurer à armes égales dans une situation de concurrence parfaite aux entreprises à capitaux étrangers qui avaient accès au financement, qui étaient plus aguerris par l'expérience et tout. Et donc, il a fallu que ce coup de pouce arrive pour les booster et les mettre à un niveau de pouvoir accéder à ces marchés. Mais la difficulté est toujours sur le terrain quant à l'application de la loi, parce que beaucoup de gens cherchent à contourner la loi, et les sanctions qui sont prévues pour décourager les contrevenants ou ceux qui résistent à appliquer la loi sont très faibles, malheureusement fixées dans la loi, et pour les modifier, il faut retourner au Parlement. C'est très compliqué. Voilà
de façon très très ramassée et synthétique ce que j'avais à communiquer sur la loi sur la compétence réglementaire.